Le solipsisme, du latin solus, signifiant seul, et ipse, signifiant soi-même, est une position philosophique qui interroge la nature de notre connaissance et de notre réalité. Cette doctrine soutient que la seule certitude que nous possédons est une existence de notre propre conscience, remettant en question l'existence du monde extérieur et des autres esprits. En d'autres termes, le solipsisme postule que tout ce que nous percevons et expérimentons ne pourrait être que le produit de notre propre esprit, sans réalité objective en dehors de celui-ci. Cette perspective trouve ses racines dans les travaux de René Descartes, notamment dans ses méditations métaphysiques. Descartes, en cherchant une base inéluctable pour la conscience, en est venu à douter de tout ce qui pouvait être mis en question, y compris l'existence du monde extérieur et des autres individus. La célèbre maxime « Cogito ergo sum », je pense, donc je suis, exprime cette certitude de l'existence du soi, pensant comme un point de départ pour reconstruire le savoir. Cependant, cette approche conduit à une forme de solipsisme, où l'on ne peut être certain que de sa propre pensée. Au-delà de Descartes, d'autres philosophes ont exploré cette notion. Georges Berkeley, par exemple, a avancé que l'existence des objets dépend de leur perception par un esprit. Selon lui, être, c'est perçu, suggérant que la réalité matérielle n'existe que dans la mesure où elle est perçue par une conscience. Cette idée soulève des questions sur la nature de l'existence indépendante des objets de l'autrui. Le solipsisme invite à une réflexion profonde sur la nature de la réalité de ces connaissances. Si nous ne pouvons pas être certains de l'existence des autres esprits, ou encore du monde extérieur, cela remet en cause la possibilité de communication authentique. Comment pouvons-nous comprendre les expériences et les émotions des autres si nous doutons de leur existence réelle? De plus, cela pose la question de la responsabilité morale. Si les autres existent que dans notre esprit, avons-nous des obligations éthiques envers eux? Cette réflexion a des implications sur notre perception de la réalité quotidienne. Par exemple, des avancées technologiques telles que la réalité virtuelle et les environnements immersifs peuvent nous amener à questionner la frontière entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Les expériences de simulation ou de rêve peuvent également brouiller les lignes entre la réalité objective de notre expérience. En somme, le solipsisme nous pousse à examiner les fondements de notre connaissance et de notre perception. Il nous confronte à la possibilité que tout ce que nous savons et ressentons pourrait n'être qu'une construction de notre esprit, nous incitant à reconsidérer notre compréhension de l'existence, de l'autre et du monde qui nous entoure. La maxime socratique « Je sais que je ne sais rien » invite à une profonde introspection sur la nature de la sagesse et de la connaissance. Socrate, à travers cette déclaration, ne se contente pas de reconnaître une simple ignorance, mais souligne une posture philosophique essentielle, la reconnaissance de la limite de notre savoir. Cette prise de conscience ne se résume pas à un constat d'ignorance, mais ouvre la voie à une quête incessante de compréhension et d'humilité intellectuelle. En affirmant son ignorance, Socrate se distingue des prétendus sages de son époque qui, convaincus de détenir la vérité, ne remettaient jamais en question leurs convictions. Pour Socrate, admettre que l'on ne sait rien est le premier pas vers une sagesse authentique. Cette approche invite à une réflexion sur notre propre rapport au savoir. Sommes-nous ouverts à l'idée que nos connaissances sont limitées et susceptibles d'évoluer? Ou bien nous accrochons-nous à nos certitudes, fermant ainsi la porte à l'apprentissage et à la croissance personnelle? La notion de docte ignorance, développée par Nicolas de Cues au XVe siècle, approfondit cette réflexion. Selon lui, reconnaître notre ignorance est une forme de savoir supérieur, une sagesse éclairée qui comprend que certaines vérités échappent à la compréhension humaine. Cette perspective nous pousse à accepter que certaines questions demeurent sans réponse définitive, nous encourageant à cultiver l'humilité face à l'immensité du savoir. Cette philosophie du non-savoir a des résonances dans une autre tradition de pensée. Par exemple, Confucius enseignait que la véritable connaissance commence par la reconnaissance de cette ignorance. Cette idée est également présente dans la philosophie orientale, où l'humilité et la reconnaissance de nos limites sont considérées comme des vertus essentielles sur le chemin de l'éveil. En somme, la philosophie du non-savoir nous invite à adopter une posture d'humilité intellectuelle, reconnaissant que notre compréhension du monde est toujours incomplète et en évolution. Cette reconnaissance n'est pas signe de faiblesse ou de résignation, mais c'est une force qui nous pousse à nous questionner, à apprendre et à grandir.
Elle nous encourage à embrasser l'incertitude et à voir la quête de connaissances comme un voyage sans fin, riche en découvertes et en transformations personnelles. Et vous, pensez-vous qu'il est nécessaire de reconnaître notre non-savoir? La question de savoir si on doit agir moralement par obligation ou par compassion invite à une réflexion profonde sur les fondements de nos actions éthiques. D'un côté, certains philosophes comme Emmanuel Kant soutiennent que la moralité découle du devoir, c'est-à-dire l'obligation d'agir. De l'autre, des penseurs tels que Arthur Schopenhauer plaident que la compassion est une forme d'empathie envers la souffrance d'autrui. Kant introduit le concept d'impératif catégorique, selon lequel une action est moralement valable que si elle peut être universalisée, c'est-à-dire si la maxime qui la guide peut être adoptée par tous sans contradiction. Pour Kant, agir moralement signifie accomplir son devoir par respect pour la loi morale, indépendamment des inclinaisons personnelles ou des conséquences. Ainsi, même si on n'éprouve pas de sympathie particulière pour une personne, l'obligation morale de l'aider en cas de besoin demeure. Cependant, cette perspective kantienne a été critiquée par Schopenhauer qui considère que la morale ne peut pas être fondée sur des principes abstraits ou universels. Selon lui, la moralité doit s'adapter à la situation particulière de chacun. Schopenhauer affirme que la véritable base de la morale est la compassion, cette capacité à ressentir la souffrance d'autrui, à être motivé, à y répondre. Pour lui, l'action morale découle d'une reconnaissance intuitive de la souffrance et des autres, ce qui nous pousse à les aider sans attendre de récompense. Cette opposition entre éthique du devoir et éthique de la compassion soulève des questions universelles sur la nature de nos actions morales. Agissons-nous moralement parce que nous reconnaissons une obligation universelle qui transcende nos sentiments personnels, ou est-ce que c'est notre capacité à ressentir et à comprendre la douleur d'autrui qui nous pousse à agir de la manière éthique? La réponse à cette question influence non seulement notre conception de la moralité, mais aussi la manière dont nous structurons nos sociétés et nos systèmes juridiques. En définitive, cette réflexion nous invite à examiner nos propres motivations et à considérer si nos actions sont guidées ou non par un sens du devoir impersonnel. Peut-être que la véritable moralité réside dans un équilibre entre ces deux approches, intégrant à la fois reconnaissance de principes universels et compréhension d'expériences individuelles. Alors, doit-on agir moralement ou bien par compassion? La peine de mort est-elle moralement justifiable? La question de la moralité de la peine de mort a traversé les siècles, suscitant des débats passionnés parmi les philosophes, les théologiens et encore les législateurs. Cette interrogation touche au fondement même de nos valeurs éthiques et de notre conception de la justice. Emmanuel Kant, philosophe des Lumières, défendait une position ferme en faveur de la peine capitale. Selon lui, la justice exige que le châtiment infligé soit proportionnel à la gravité du crime commis. Dans sa Métaphysique des mœurs, Kant écrit « Si le criminel a commis un meurtre, il doit mourir. Il n'y a aucune commune mesure entre la vie, si pénible qu'elle puisse être, et la mort. Et par conséquent, aucune égalité du crime ne pourra être faite par réparation, si ce n'est par l'exécution légale du coupable. » Pour Kant, le meurtrier a sciemment choisi de commettre le mal. Ainsi, la peine de mort est la seule réponse juste. Cependant, cette perspective a été remise en question par l'évolution de nos systèmes judiciaires et de nos conceptions éthiques. L'Église catholique, par exemple, a révisé sa position au fil du temps. En 1995, le pape Jean-Paul écrivit que la peine de mort n'était justifiée que lorsque la défense de la société ne peut être possible autrement. Aujourd'hui, l'Église enseigne que la peine de mort est inadmissible parce qu'elle porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne. Cette évolution reflète une reconnaissance accrue de la valeur intrinsèque de la vie et de la possibilité de réhabilitation. Au-delà des considérations morales, des questions pratiques se posent. La peine de mort est-elle réellement un moyen efficace de dissuasion? Les études menées sur le sujet offrent des conclusions contrastées. Par exemple, au Canada, l'abolition de la peine de mort en 1976 n'a pas entraîné une augmentation du taux d'homicide. Au contraire, le taux est passé de 3,9 pour 100 000 habitants en 1975 à 2,41 en 1980, suggérant que l'absence de peine de mort émerge, notamment en ce qui concerne les minorités ethniques et les personnes défavorisées qui semblent être surreprésentées parmi les condamnés. Les erreurs judiciaires constituent un autre argument majeur contre la peine capitale. Des cas où des innocents ont été condamnés à tort et exécutés ont été documentés, remettant en question l'irréversibilité de la peine de mort. Ces erreurs soulignent la fiabilité du système judiciaire et l'impossibilité de réparer une injustice une fois l'exécution effectuée.
Enfin, la question de la réhabilitation et de la réintégration sociale des criminels mérite réflexion. La peine de mort élimine toute possibilité pour l'individu de se repentir et de réintégrer la société. Certains soutiennent que les ressources devraient être investies dans des programmes de réhabilitation, visant à transformer les criminels en membres productifs de la société, plutôt que dans des systèmes d'exécution irréversibles. Ainsi, la question de la moralité de la peine de mort invite à un examen approfondi sur nos valeurs fondamentales, la sanctité de la vie, la quête de la justice, l'efficacité des sanctions et la possibilité de rédemption. Elle nous pousse à réfléchir sur la nature de la punition et sur ce que signifie être une société juste. Ce débat, loin d'être tranché, continue à évoluer à mesure que nous réévaluons nos priorités éthiques et nos objectifs en matière de justice pénale. Et toi, penses-tu que la peine de mort est moralement justifiable ? Jusqu'où obéissons-nous à l'autorité ? Stanley Milgram a mené, dans les années 1960, une série d'expériences visant à comprendre les mécanismes sous-adjacents de l'obéissance à l'autorité. Inspiré par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, notamment la Shoah, Milgram cherchait à déterminer jusqu'où l'individu ordinaire pouvait aller sous l'influence d'une figure d'autorité légitime. L'expérience consistait à demander à des participants d'administrer des décharges électriques de plus en plus fortes à une personne qui est en réalité complice à chaque fois qu'elle commettait une erreur lors d'une tâche d'apprentissage. Malgré les cris simulés de douleur et les supplications de la victime, une majorité significative des participants continuait à obéir aux ordres de l'expérimentateur, un scientifique en blouse blanche. Cette expérience met en lumière la capacité des individus à se conformer à des ordres, même lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs valeurs morales et personnelles. Milgram a introduit le concept d'état argentique pour décrire le processus psychologique par lequel une personne se considère comme un instrument exécutant à la volonté d'une autorité, déléguant ainsi la responsabilité de ses actions à cette dernière. Cet état réduit la tension morale que pourrait provoquer l'infliction de souffrance à autrui, car l'individu se perçoit comme agissant sous la direction d'une figure d'autorité. L'expérience de Milgram soulève alors des questions profondes sur la nature de l'obéissance et de la responsabilité individuelle. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont les structures sociales et hiérarchiques peuvent influencer le comportement humain, et parfois au détriment de l'éthique personnelle. Comment se fait-il que des personnes apparemment ordinaires puissent commettre des actes qu'elles réprouveraient dans d'autres circonstances ? Qu'est-ce qui nous pousse à suivre aveuglément des ordres, même lorsque nous savons qu'ils causent du tort ? Ces questions sont d'autant plus pertinentes dans des contextes modernes où l'autorité et la conformité jouent des rôles cruciaux dans divers aspects de la société. Il est essentiel de noter que Milgram ne cherchait pas à accuser les individus ayant participé à l'expérience, mais plutôt à comprendre les conditions qui favorisent l'obéissance aveugle. Il mettait en garde contre les dangers potentiels d'une soumission non critique à l'autorité, suggérant que, dans certaines situations, n'importe lequel d'entre nous pourrait être amené à commettre des actes contraires à nos principes moraux. Tout cela sous l'influence d'une figure d'autorité perçue comme légitime. En somme, l'expérience de Milgram sert de miroir reflétant les aspects sombres de la nature humaine et nous incitant à examiner de manière critique nos propres comportements ainsi que les structures d'autorité auxquelles nous nous sommes soumis. Elle nous pousse à interroger les mécanismes psychologiques qui sous-entendent l'obéissance et à considérer les implications éthiques de nos actions dans des contextes d'autorité. Et toi, jusqu'où irais-tu pour obéir à l'autorité ? La question « Suis-je la même personne qu'hier ?» invite à une réflexion profonde sur l'identité personnelle et sa continuité à travers le temps. Cette interrogation a préoccupé les philosophes depuis des siècles, chacun proposant des perspectives variées pour comprendre ce qui fait de nous une personne unique et persistante malgré les changements inévitables. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais John Locke a introduit une conception influente de l'identité personnelle. Selon Locke, ce qui définit l'identité d'une personne, ce n'est pas la continuité physique du corps, ni la permanence d'une âme immuable, mais la continuité de la conscience. Il soutenait que, si une personne à un moment donné est consciente des actions et des pensées d'une autre personne à un moment antérieur, alors ces deux moments de conscience appartiennent à la même personne. Ainsi, la mémoire joue un rôle central. Se souvenir de ses expériences passées
est ce qui garantit que l'on est la même personne qu'hier. Cette approche met l'accent sur la dimension psychologique de l'identité, suggérant que notre perception continue de nous-mêmes est construite à travers la mémoire et la conscience. Cependant, la théorie de Locke n'est pas sans critique. L'une de ses principales objections concerne la possibilité de discontinuer de la mémoire. Il est courant d'oublier certaines expériences ou de modifier nos souvenirs avec le temps. Cela soulève la question, si nous oublions certains événements, sommes-nous encore la même personne? La dépendance de l'identité à la mémoire peut sembler circulaire. La mémoire est-elle fiable pour établir l'identité, si l'identité est en partie définie par la mémoire? Ces interrogations mettent en lumière la complexité de l'identité personnelle et la difficulté de la saisir pleinement. De nos jours, certains philosophes et penseurs adoptent une version plus fluide de l'identité. Ils suggèrent que l'identité personnelle n'est pas une entité fixe, mais un ensemble de rôles, d'expériences et de relations qui évoluent constamment. Cette perspective reconnaît que nous changeons en fonction de nos interactions, de nos apprentissages et des différentes phases de notre vie. Par exemple, une personne peut se percevoir comme une enfant, une adolescente ou une adulte. Chacune de ces identités coexistantes contribue à la richesse de l'expérience humaine. Cette approche met l'accent sur la multiplicité de la diversité de l'identité, reflétant la réalité de notre existence changeante. En définitive, la question « suis-je la même personne qu'hier ?» ne trouve pas de réponse simple ou définitive. Elle sert plutôt de point de départ pour une exploration continue de ce qui nous rend uniques et cohérents à travers le temps. Cette réflexion nous invite à considérer comment nos souvenirs, nos expériences et nos relations contribuent à la construction de notre identité. Elle nous pousse également à reconnaître que, tout en conservant une certaine continuité, nous sommes en perpétuelle évolution, façonnés par le temps et les circonstances. Ainsi, l'identité personnelle apparaît comme un équilibre délicat entre permanence et changement, une quête sans fin pour comprendre qui nous sommes et comment nous nous relions aux autres et au monde qui nous entoure. Le dilemme du tramway. Le dilemme du tramway, formulé pour la première fois par le philosophe britannique Philippa Foot en 1967, est une expérience de pensée qui interroge nos intuitions morales et éthiques. Imaginez-vous en tant que conducteur d'un tramway, dont les freins ont soudainement lâché. Le tramway fonce à grande vitesse vers 5 ouvriers attachés sur la voie principale, incapables de se dégager à temps. Cependant, juste avant l'endroit où les ouvriers se trouvent, la voie se divise en deux, menant à une voie secondaire sur laquelle se trouve un seul ouvrier. Vous avez la possibilité d'actionner un levier pour dévier le tramway vers cette voie secondaire, sacrifiant ainsi la vie d'une personne pour en sauver 5. La question qui se pose est, devez-vous intervenir, sachant que cela entraînera la mort d'une personne, ou bien rester passif et permettre la mort de 5 personnes? Ce dilemme confronte deux approches éthiques majeures, l'utilitarisme et la déontologie. L'utilitarisme est une théorie morale qui évalue la moralité d'une action en fonction de ses conséquences. L'utilitarisme suggère que l'on devrait choisir l'action qui maximise le bien-être général. Dans ce cas, cela signifierait sacrifier une personne pour en sauver 5, car cela minimiserait le nombre de morts totales. En revanche, la déontologie, qui se concentre sur les devoirs et les principes moraux, indépendamment des conséquences, pourrait interdire une telle action. Causer délibérément la mort d'une personne est immoral, même si cela conduit à un meilleur résultat global. Pour approfondir la réflexion, des variantes du dilemme ont été proposées. Par exemple, dans la version de l'homme corpulent, imaginée par Judith Javis Thompson, vous vous trouvez sur un pont, surplombant les rails, aux côtés d'un homme corpulent. En le poussant sur les rails, son corps arrêterait le tramway, sauvant ainsi les 5 ouvriers. Cette situation implique une action directe de votre part, soulevant des questions sur la moralité de l'utilisation d'une personne, comme moyen pour atteindre un bien supérieur. Ces variations du dilemme du tramway illustrent la complexité des décisions morales que nous pouvons être amenés à prendre. Elles mettent en lumière les tensions entre différentes théories éthiques et reflètent les dilemmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie réelle, où les choix ne sont pas toujours clairs et les conséquences imprévisibles. En explorant ces scénarios, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres valeurs, à examiner les principes qui guident nos décisions et à reconnaître que souvent, il n'existe pas de réponse simple aux questions morales complexes. Et vous, si vous étiez conducteur de ce tramway, vous sauveriez une personne ou bien les 5?